Notre débat d'actu dans le cercle RH pour parler du salaire. L'enjeu du salaire, vous avez vu, ça monte. Des syndicats, évidemment, qui réclament une augmentation des salaires. Je pense notamment à la CFDT, à la CGT, avec un débat global sur les rémunérations. Est-ce que les salaires sont trop bas? Et qu'est-ce qui justifie d'ailleurs que la France ne puisse pas donner des salaires plus élevés, qui est un sujet économique? On en parle avec mes invités, des experts. Emmanuelle Barbara, ravi de vous accueillir dans le cercle des experts, avocate en droit social. Et on va s'intéresser avec vous au droit du travail. Est-ce que tout ça est lié? Est-ce qu'il faut assouplir, réécrire, repenser notre droit du travail? On en parlera avec vous. Avec nous, Pascale Joannin. Bonjour Pascale. Bonjour Arnaud. Est-ce que vous avez changé de place? Donc évidemment, ça me perturbe. Je suis très très heureux de vous accueillir. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Avec le rapport Schuman sur l'Europe 2026, l'état de l'Union, dont on va voir la couverture dans quelques instants. Et puis avec nous, Guillaume Vuillet. Bonjour Guillaume, ravi de vous revoir. Bonjour. Vous faites partie du cercle très fermé des experts de Smart Job, professeur HEC Paris, spécialiste de l'histoire des crises économiques et financières et auteur de votre dernier livre dont vous étiez venu nous parler. Société à responsabilité très limitée. Très limitée, qui est un livre d'érudition sur toute l'histoire de la structuration des entreprises du 19e jusqu'à nos jours. Livre passionnant, je vous invite à vous y pencher. Tiens, je me tourne vers vous, Guillaume Vuillet. Je ne sais pas, il y a un économiste dans la tribune qui dit, qui s'appelle Jean-Charles Simon, peut-être que vous le connaissez, qui est statisticien économiste. Il dit que ce phénomène des bas salaires, difficulté d'augmenter les salaires, sont les mêmes que les autres pays développés depuis une cinquantaine d'années, à savoir le ralentissement de la croissance et des gains de productivité, évidemment liés à l'évolution des salaires. Et il explique qu'il y a un problème sur nos cotisations sociales, c'est-à-dire des cotisations trop élevées. Il suffit de parler avec des entrepreneurs pour l'entendre. Est-ce que vous êtes sur cette même ligne? Est-ce que notre difficulté aujourd'hui de pouvoir augmenter dignement les salaires, de rémunérer au juste prix, est liée à ces deux problèmes? Alors, je pense qu'il y a évidemment une part de vrai dans tout cela. Je crois que le problème de fond, c'est un problème de productivité. C'est-à-dire que d'un point de vue économique, le salaire, c'est la rémunération d'une production et donc d'une productivité à la marge. Et donc ce problème-là, il a évidemment des causes extrêmement multiples. Ce qui fait qu'une économie est productive, c'est évidemment à la fois l'investissement, la croissance, beaucoup d'autres choses. Et sur ce plan-là, tous les pays ne sont pas exactement à la même enseigne. Il y a des pays où il y a beaucoup de bas salaires, où l'échelle des salaires va être extrêmement concentrée, ce qui est globalement le cas de la France, où beaucoup de travailleurs ont un salaire très proche du salaire minimum. On y reviendra, l'enjeu du SMIC, des poches à SMIC, exonéré de cotisations patronales, qui est important de le signaler. La France, par exemple, est le deuxième pays d'Europe en termes de pourcentage des salariés payés au SMIC ou très proche du SMIC, ou du salaire minimum. Et avec 50% de la population qui gagne moins de 1,6 SMIC. Et donc il y a beaucoup d'emplois faiblement productifs, faiblement rémunérés, et c'est évidemment en partie une des raisons des discussions actuelles. Quand les prix montent, eh bien, une grande part de la population est en difficulté, évidemment. Qu'est-ce qui se passe, Emmanuelle Barbara, quand on entend des salariés, et il y a beaucoup de reportages, l'inflation aidant, l'inflation qui galope, des salariés qui disent « je ne peux pas vivre de mon travail ». Disons qu'on en a eu une illustration récente du fait de la guerre de février 26, qui a eu un impact direct à nouveau sur un effet inflationniste, plus la fameuse question de l'essence, par laquelle finalement là aussi on se raccorde à notre problème. Donc, je me souviens plus de la question en fait. Comment se fait-il que les salariés disent aujourd'hui face caméra dans multiples reportages, je fais d'énormes efforts, je suis à l'heure au travail, je devrais être récompensé, rémunéré, je n'arrive plus à vivre de mon travail, qui renvoie évidemment à ce magnifique livre dont on a beaucoup parlé sur ce plateau, Le travail ne paie plus, d'Antoine Fourquet, pas Fourquet, Fouché. Et pourquoi le travail ne paie plus ? Il ne paye plus, alors en partie parce que les gains de productivité qui sont en rade depuis plusieurs années consécutives, c'est-à-dire que ce n'est pas une découverte d'il y a 3 semaines, fait que forcément il n'y a pas de marge pour augmenter les personnes, et à cela s'ajoute, on vient de le dire, l'impact sinon de l'augmentation, mais du moins de l'empilement, on va dire, de l'ensemble de ce qu'on appelle des cotisations sociales et des charges qui pèsent sur le salaire et qui, ensemble, alourdissent la situation individuelle. La parole, au niveau charge, la France fait partie des pays où les salaires est le plus chargé. Le niveau de cotisation est le plus élevé en Europe. On vérifiera avec Pascal. On est parmi les pays les plus chargés. Les plus élevés. Tout à fait. En Europe, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a les mêmes débats en Italie, en Espagne, en Allemagne, qui traversent des moments difficiles sur le plan économique? Est-ce que les sujets sont les mêmes?
Alors, le SMIC, pour le salaire minimum, n'existe pas dans tous les pays. Il existe récemment en Allemagne. Et récemment en Allemagne, parce qu'en effet, alors en 2022, il y avait la présidence française, on a posé sur la table en effet une directive sur une harmonisation de salaire minimum pour vous donner un exemple, ça va de 600 € en Bulgarie à 2700 € au Luxembourg, le salaire minimum brut. Il vaut mieux travailler au Luxembourg. Donc bien entendu, les Luxembourgeois vous disent une harmonisation du salaire minimum, nous on est à 2700, donc forcément, voilà. Il y a trois grandes catégories de pays. Il y a les pays avec moins de 1000 €, essentiellement les pays d'Europe centrale et orientale qui nous ont rejoints en 2020. Donc ils garantissent un salaire minimal. Hein. Un salaire minimal. Après, il y en a qui sont entre 1000 et 1200, ou 1500, pardon, à peu près aussi. Il y a l'Espagne, le Portugal, la Grèce qui sont entrés il y a 40 ans. Et puis il y a 5 ou 6 pays qui ont un salaire supérieur à 1500 €. C'est tout. Hein. C'est pas énorme. Il y a la France. Et il y a le Luxembourg, donc on a entre 1800 et 2700. Donc oui, c'est quand même une grande. Et puis il y a 5 pays qui n'ont pas de salaire minimum à proprement dit, nos amis italiens. C'est des accords par branche, donc c'est pas national, c'est par branche professionnelle. Il peut y avoir une branche dans laquelle il y a un salaire minimum. En Autriche, c'est pareil. Voilà. D'ailleurs, ou en Finlande, voilà. Donc 3 exemples. Ou si vous cherchez un salaire minimum, il y en a pas. Mais sur les charges patronales, alors c'est un vrai sujet parce que en effet, ce qui coûte, c'est le coût du travail. Donc il y a en effet ce que le salaire reçoit, enfin ce que le salarié reçoit. Le net, le brut, les charges. Voilà. Et donc pour une entreprise, augmenter un salarié souvent veut dire je ne peux pas parce qu'en effet il va y avoir une hausse des charges. En Europe, la France et la Belgique sont tous les deux des pays où le taux de charge est assez fort. Ça se ressemble beaucoup. Et donc, c'est une vraie question. Et l'allègement des charges dans certains pays fait partie d'une incentive, d'un appel d'air en disant venez chez nous parce que si vous venez chez nous, vous pourrez rémunérer. Donc, il y a un peu une espèce de concurrence. Je ne suis pas attaché de presse Emmanuel Macron, mais enfin, quand on voit Choose France qui, quand même, réussit malgré tout à faire venir des patrons avec quelques belles réussites, Amazon, SoftBank, les data centers. Donc on voit très paradoxalement que malgré notre niveau de charge, on continue à être un pays attractif, ce qui est peut-être un paradoxe. 126 branches, Madame l'avocate en droit du travail, selon le ministère du Travail sorti dans les Échos aujourd'hui, indique que les salariés travaillent en dessous du SMIC. Oui, en fait, voilà. C'est incroyable. Non, mais il y a des sujets dans le sujet. Bah oui. Parce que à partir du moment où vous avez un effet, on va dire ce terme qui n'est pas très joli, un effet booster sur le SMIC qui fait que, adossé à l'inflation, il augmente, si bien que pour cette année 26, avant même qu'on sache qu'une guerre aurait lieu, il y a eu au total 2 augmentations de SMIC, dont la dernière au 1er juin, récente, ce qui fait 3,59%, comparé aux augmentations de salaire qui ont été concédées dans le cadre de ce qu'on appelle les NAO. Bah oui. En plus, négocié avant février, il y a un delta. À peu près. Donc, on a déjà ce décalage et ce sentiment, je crois que c'est très important, et d'ailleurs Fourquet, là, cette fois, on en a parlé, c'est ce sentiment de déclassement. Bien sûr. Et ce sentiment de déclassement apparaît non seulement quand on constate qu'on ne peut plus se payer l'essence et le reste, ça c'est une chose, mais plus fort encore, cette idée de tomber dans cette sorte de trappe à salaire bas, puisque le SMIC aidant, et qu'on n'en sortira pas. Les branches restant là où elles sont, si bien que les salariés, les premiers salaires se retrouvent en deçà du niveau de la mer, ce qui pose des problèmes pour eux, et ça on peut le comprendre, mais qui pose aussi des problèmes collatéraux aux entreprises, parce qu'il faut payer, assumer ces augmentations de SMIC. Bien sûr. Et pendant qu'avec l'effet de cut-off, là, si je puis dire, celui qui est juste au-dessus ou juste en dessous, il a pas. Il a la négo à 1,5 pendant que la personne au SMIC a une négo à 4,2. Et donc, non pas personne n'est content, mais enfin, disons que ça fait cher, sans parler de l'impact, alors là, encore pire du pire, sur les charges prises en charge, si je puis dire, et sur les allègements sur les bas salaires. Donc, en fait, tout ça ne marche plus. En fait, voilà. Le système est malade, pour ne pas dire en panne. Il est grippé et personne n'en sent heureux, et les entreprises, ça leur coûte cher. Pour même pas avoir des gens heureux. Donc. Le ministre du Travail, en personne, à travers ce papier, explique qu'il va demander très rapidement aux branches de revaloriser et pourquoi pas de se mettre en règle. C'est la loi que de se rencontrer dans les 45 jours. Voilà. Après, merci de rappeler le droit, c'est effectivement ce que rappelle le ministère du Travail. 45 jours, il y a des métiers comme les coiffeurs et d'autres secteurs où on est en dessous du SMIC. Quand même, l'économiste que vous êtes, prof à HEC, certains syndicats d'ailleurs,
évoque qu'il y a une mauvaise répartition de la valeur ajoutée. Qu'on pourrait repenser le modèle autrement, ne pas faire supporter le modèle social sur le travail exclusivement. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui aurait un vrai impact sur le niveau de cotisation, ce qui est une évidence. Et vous êtes favorable à cette idée? Alors, il y a un peu de vérité là-dedans, mais seulement un peu. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un problème beaucoup plus général de productivité, effectivement, et de croissance, comme on l'a dit. Là où il y a probablement un peu de vérité dans l'argument, c'est si on prend le temps long, ce qu'on voit sur le temps long, c'est qu'effectivement, globalement, la fiscalité du travail ou les charges sur le travail ont beaucoup plus augmenté que la fiscalité sur le capital. Et il y a une raison, en fait, assez fondamentale à ça, c'est que déplacer des capitaux, c'est très facile. Et donc, il y a une concurrence mondiale pour les capitaux. Absolument. Qui a poussé globalement à la baisse, ou en tout cas à la moindre augmentation de la fiscalité du capital par rapport à celle du travail, qui est beaucoup moins mobile. Donc, effectivement, on pourrait se dire, il y a un argument pour réaligner. Ça ne veut pas dire que c'est simple, parce qu'évidemment, si c'était simple, on pourrait le faire, sauf que si on le fait dans le contexte actuel, évidemment, les capitaux partiront ailleurs. Donc, quelle est la bonne solution? Évidemment, je ne la connais pas. Mais en tout cas, on peut y réfléchir. Mais c'est évidemment qu'une partie du problème. L'autre partie, c'est qu'on sera collectivement plus riche si collectivement on produit beaucoup plus, évidemment. Vous soulevez un sujet intéressant, et quand on le ramène à la réalité de celui qui met son essence à 2,5 €, parce que le gazole est très bas, et qui se dit, ce mois-ci, je ne pourrais pas finir le mois, enfin, je veux dire, j'ai le sentiment que ce sujet du capital lui passe assez violemment au-dessus de la tête. Et pourtant, il a l'impression, lui aussi, de construire la France, de travailler. Il faut repenser le modèle, le fameux modèle social dont beaucoup d'élus et peut-être de candidats à la présidentielle vont probablement parler, c'est une évidence. On se dit, il y a un modèle social européen, c'est d'ailleurs toute la... Mais où il y a un juste équilibre entre le capital et le travail, où on est sur le même modèle finalement? Alors, ce modèle social, il suffit de bien de le définir, et moi je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'il faudrait le redéfinir aujourd'hui dans une économie qui n'est plus celle ni du XXe siècle, mais celle du XXIe siècle, où le travail se fait différemment. Et donc il ne faut pas garder les mêmes structures que celles qu'on avait, qui sont un peu obsolètes. En plus, il y a une concurrence, alors à l'intérieur de l'Union, mais la concurrence étrangère, donc maintenant, les investissements, ils viennent, comme vous dites, il y a de choses France, on choisit la France parce que c'était... le Royaume-Uni est sorti, ça nous aide aussi un peu, voilà. Qui nous concurrence d'ailleurs aussi. Voilà, mais donc voilà, il y a les concurrences chinoises, donc... et en même temps, on a aujourd'hui, quand on a l'inflation, alors elle augmente, Eurostat a publié ce matin... encore. Eurostat a publié ce matin le résultat pour la zone euro, donc c'est 3,2, la France est en dessous, il n'y a que 5 pays en dessous de 3,2. Seulement, à un moment, elle va retomber, parce qu'on a la Banque Centrale Européenne qui existe et qui fait qu'elle essaie de maintenir... on ne redescend pas les salaires. Mais on ne redescend pas les salaires, donc voilà. Donc, alors, à tout pic, on a... voilà. Mais en effet, pour ceux qui sont plus aidés, comme vous le disiez tout à l'heure, sur le salaire minimum, parce qu'ils ont eu un coup de pouce et les autres, c'est vrai que ça donne une mauvaise ambiance sociale, parce qu'ils se disent, et moi, qu'est-ce que je vais devenir évidemment. Voilà. Climat social à un an de la présidentielle. Mais l'avocate que vous êtes en droit du travail, parce que juridiquement, il est impossible de pouvoir faire une modulation en disant, on va accompagner effectivement l'inflation en augmentant les salaires, et puis quand il y a un reflux de l'inflation et qu'on arrive à zéro ou pas loin, ce qui est arrivé, on va rebaisser vos salaires. Ça, juridiquement, c'est impossible. Non, parce qu'en fait, oui, ça ne marcherait absolument pas. Mais pour revenir sur le financement de la protection sociale, parce que c'est la question essentielle de notre modèle et donc de notre cohésion et donc de notre nation, c'est que il y a la question de savoir qu'est-ce qu'on achète avec le prix. Les 900 milliards d'euros par an, qu'est-ce que ça achète en fait? Ça achète beaucoup la retraite, on l'a suffisamment dit, mais ça achète énormément, et le drame, il est là, c'est que ça achète la santé, et le prix de la santé va augmenter immanquablement du fait du vieillissement de notre société. Et la qualité s'est dégradée au passage. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'il n'est pas question, on n'imagine pas qu'il y ait, j'ai un consensus sur le point de dire, dans le fond, la santé, c'est un problème personnel. Mais cependant, c'est quand même une question qu'il va falloir se poser. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on achète au sens de qu'est-ce qu'on peut s'offrir et qu'est-ce qu'on peut ne plus s'offrir? C'est plus ça le sujet. Pour un coût qui demeurera le même, sinon un poil plus supplémentaire. Donc, l'équation, elle est terrible parce que ce sont des questions très importantes qu'il faut se poser sur la responsabilité individuelle. Donc, ça ne repose pas que sur le travail. Sinon, on ne peut pas financer notre modèle. Non, parce que ça pose la question des moyens individuels, de la capacité à s'assurer au sens de l'assurance, qui n'est pas de la mutualisation. Ça pose la question de savoir quel type
quel type de service de santé. Je parle exprès de la santé parce que c'est vraiment quelque chose qui nous pend au nez. Enfin bon, certainement. Oui, et sans parler de l'atteinte, de l'accès aux médicaments qui sont faits ailleurs, etc., qui est un problème qui est même géopolitique. Oui. Enfin bref, pour en revenir à chez nous. Les ruptures les conséquences de la rupture de certains médicaments dans les pharmacies. Mais donc la question, c'est comment on fait l'équation. L'issue, c'est quoi? Même si évidemment vous n'êtes pas candidat aux élections présidentielles, mais on a le problème de qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui avec ça. On a des Français qui disent je ne vis pas de mon travail, j'ai une demi-heure de plus à attendre dans les urgences. Dernière étude qui montre qu'on est à plus de 3h30 d'attente en moyenne. On a une école qui, à certains égards, se dégrade. Pourtant, notre modèle social est vanté dans le monde entier, ce qui fait qu'on n'y comprend plus rien. On fait quoi? Comment on finance tout ça? Est-ce qu'on va chercher sur le capital au risque, évidemment, de décrocher par rapport à d'autres pays? On baisse les impôts. Enfin, quelles sont les issues qui permettent aux salariés de se dire je vis de mon travail, je peux investir, je peux acheter un appartement, je peux grandir? Comment vous regardez ça? C'est très compliqué. Je pense qu'effectivement, il y a un problème de modèle qui est remis en cause, notamment par la démographie, de manière très évidente. Quand les équilibres démographiques ont très fortement changé en termes de ratio de cotisants versus personnes qui bénéficient de l'aide sociale, c'est absolument massif. Mais je crois malheureusement, il n'y a pas de solution évidente. En économie, on parlait de l'inflation. Il y a deux visions très opposées de l'inflation. L'inflation, vous pouvez l'avoir parce que par exemple, la Banque centrale baisse ses taux, les gens empruntent plus et donc demandent plus et ça fait monter les prix. Et ça, c'est assez facile à résoudre finalement. La Banque centrale peut monter un peu ses taux, la bulle se calme. Là, on est dans ce qu'on appelle une inflation où c'est les coûts qui montent, parce que le pétrole monte. Et là, la Banque centrale ne peut rien faire. Absolument. La Banque centrale européenne n'a pas les outils, elle subit. Bah, elle subit. Et ce qu'elle pourrait faire, c'est à la limite augmenter les taux. Mais ce sera encore pire, parce qu'elle enclencherait une crise. Donc elle est piégée beaucoup plus que quand l'inflation est purement monétaire. Et donc malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. C'est qu'une augmentation du prix d'un bien comme le pétrole qu'on ne produit pas nous-mêmes, ça nous appauvrit en termes nets. Et donc effectivement, la question, c'est collectivement, comment on s'appauvrit et qui en supporte le coût? Donc on est dans une spirale miracle, désastreuse. Le climat social, parce que ce qui est intéressant, c'est quand on parle de salaire, au-delà des débats économiques qu'on a sur ce plateau, c'est une réalité sociale. C'est-à-dire des Français qui se serrent la ceinture sur les vacances, se serrent la ceinture sur l'alimentation, se serrent la ceinture sur leurs soins. Donc c'est un vrai sujet. Comment ça se passe en Europe, cette question-là? J'irais dans une espèce de température sociale. L'Italie, nous dit-on, se porte bien sur le plan économique. Oui, enfin, tout est relatif. Voilà. Ça dépend comment on présente les choses. L'Allemagne ne va pas très bien. La récession est là, etc. Ouais. Donc, d'abord, parce qu'en effet, il y a un vrai problème en Europe, généralement, c'est le vieillissement de la population et le faible démographie. Enfin, les Italiens, c'est le pays le plus vieux du monde après le Japon. Donc, il n'y a plus d'enfants. Donc, quand on veut financer le modèle social, c'est que les nouvelles générations ne suffisent pas à remplacer les anciennes. Alors, dans beaucoup de pays... Le modèle ne marche plus, là. Dans beaucoup de pays européens, vous avez remarqué, et la Fondation tient un tableau sur l'âge de la retraite, a été quasiment allongé dans tous les pays. On en est plus près de 70 que de 65 dans beaucoup de pays. Pour tenir compte un petit peu de ça, on a un problème en France de l'emploi des seniors. On met les gens à la retraite ou en pré-retraite beaucoup trop tôt. Moi, je fais appel à vous, là, etc. Et donc, en effet, il y a ce modèle donc, social qui datait du XXe siècle n'est plus adapté. Et donc, il faut bout de souffle. À bout de souffle. Et comme on peut pas faire, et pareil, les enfants, on peut pas, même les incitations, on va dire financières pour faire des enfants, ça suffit pas. Faire des enfants, c'est on porte un message d'espoir. Voilà, un logement puis des perspectives d'évolution. Alors que si on a l'impression qu'on n'évolue plus comme ses parents, on fait moins d'enfants parce qu'on se dit dans quel monde va-t-il arriver. Emmanuelle Barbara, peut-être pour un dernier tour de table. Disons que sur ce point-là, ce qu'il faut voir comme mélange, si je puis dire, de mesures, c'est que, il faut travailler plus longtemps. 2, c'est pas que des bonnes nouvelles. 2, il faut faire tous nos efforts et le rendre peut-être plus coercitif s'agissant de la prévention. Par exemple, en Angleterre, si vous êtes suivi et si vous ratez un rendez-vous, vous prenez pas vos bonnes pilules, etc., on vous dit vous ferez la queue un peu plus loin Donc la prévention, et c'est sans doute un lieu de... oui, mais on peut faire des économies là-dessus. Troisièmement, c'est de saupoudrer ce financement de la Sécu au travers... on parle beaucoup de la TVA sociale. Peut-être qu'à un moment donné,
donné, il faudra en mettre un peu, voilà. Un peu plus d'impôts encore, sachant que la CSG-CRDS intervient pas mal, puisqu'on n'est qu'à 48%. Puis qu'elle est bien montée aussi, quand même. Parce qu'on dit enfin, les charges sociales sont uniquement financées par les salaires, c'est l'idée qu'on en a, mais ça fait belle lurette qu'on n'est plus à 50%, on est en deçà. Donc on voit bien qu'il y a déjà eu une mutation. Et puis il y a tous les dispositifs que l'on peut mettre bout à bout en termes de capacité de dire aux Français, et lesquels Français ont conscience, de pouvoir mettre de côté pour ça. Et ouais, pour ça. Parce qu'il y a la dépendance aussi, qui est un fait générateur extrêmement puissant évidemment. Dans les perspectives d'inquiétude, puisque les fractures générationnelles sont telles que les jeunes d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils s'occuperont bien de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ils ne seront plus en mesure économiquement. Mais économiquement, et puis même l'envie, quoi, ça va. Une des conséquences de tout ça, c'est la montée de partis, on va dire, contestataires ou radicaux, etc. Il y a la radicalité qui émerge. Voilà, parce que justement, la satisfaction des gouvernants qui essayent de faire avec ce qu'ils peuvent. Incidence directe sur le politique. Et donc, on va en effet aller vers des partis qui ne sont pas toujours recommandables, notamment en Allemagne, l'AfD, etc., qui ont des scores assez importants, qui ne sont pas encore aux affaires, mais on voit bien qu'ils progressent. On l'a vu en Hongrie, on l'a vu en Allemagne. En Hongrie, ça a été plutôt dans le sens inverse. Il y a eu comme une poussée. Mais voilà. Mais on a en effet ces mouvements qui sont à quelque part une conséquence de cette insatisfaction sociale, en disant mais ils ont essayé, ils n'arrivent pas à nous apporter une solution, et donc on va essayer autre chose sans savoir si ça marchera la prochaine fois, avec peut-être même la désillusion que ça ne marchera pas non plus. Mais c'est voilà. Guillaume, un mot de conclusion, parce que on résout rien. Il y a une campagne présidentielle qui démarre. Moi, j'ai le sentiment que sur ce plateau, avec les fenêtres de là où vous parlez, il faudrait mettre le système en pause et tout remettre à plat. Enfin, ce qui est un an, 2 ans. On réécrit tout, mais c'est pas possible. Alors c'est pas possible. En même temps, il faudra évidemment des réformes majeures. Je crois que si je ajoutais un mot de conclusion, je pense qu'il y a des réformes évidemment qui sont dures et pas forcément populaires à faire passer. Il y a aussi, je pense, d'un côté plus positif, ne pas voir forcément uniquement, notamment la question du travail, uniquement comme une question économique. Dans le travail, il y a aussi, on le disait en citant Fourquet tout à l'heure, la question du statut, de l'estime que les gens portent, de l'identité, de l'idée qu'on peut vivre non pas seulement d'un chèque, mais d'une activité productive. Je crois que c'est très important et ça doit faire partie du débat, à côté évidemment des dispositions plus proprement économiques et comptables. Ce sera un débat. Sauf qu'il y a l'IA. Il y a l'IA. Et ça, c'est un game changer. Le game changer de l'IA, on en fera un débat parce que ce qui vient impacter évidemment le travail et la manière de son rapport au travail, qui est un autre sujet. On parle même d'ailleurs du revenu universel, on en fera un débat sur les gains de productivité gagnés sur l'IA. Autre sujet, merci Pascal Joannin. Je ne veux pas oublier, peut-être que Nicolas Juchat l'a mis, voilà le rapport Schuman sur l'Europe 2026, un bréviaire, c'est le livre incontournable quand on s'intéresse à... Sur les questions européennes et leurs dimensions multiples et variées. Emmanuelle Barbara, merci d'être venue nous rendre visite, c'était un plaisir, avocate en droit social, spécialiste en droit du travail. Merci à Guillaume Vuillemet, professeur HEC Paris et spécialiste de l'histoire des crises. Allez lire ses livres, ils sont passionnants. Je suis très en retard. Merci à Nicolas Juchat et toute l'équipe. Merci à Paul Osson. Merci à Loïc à la réalisation et merci à Laura. Merci à vous. Bye bye.